Les titres de cette édition, c'est une erreur fatale que de se croire à l'abri du coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé prévient et appelle tous les pays jusque-là épargnés à se préparer à l'arrivée du Covid-19. Réaction du directeur général du COUD après que les étudiants de Kaffrine ont saccagé les locaux du COUD. Abdoulaye Sow annonce le démarrage prochain des campus de Diourbel et Toubacouta. De son côté, l'université Gaston Berger de Saint-Louis respire. Elle compte désormais 6250 lits, un rajout de 2000 lits avec l'achèvement de la construction de logements. Et l'université Cheikhoul Khadim de Touba qui, elle, se prépare à accueillir ses premiers étudiants. Opération de désencombrement, une toute première à Matam. Des engins ont détruit des hangars, des cantines et des gargotes. Sous la coordination du préfet de Matam, la RN3 Carrefour et la gare routière ont été libérés. Le ministre de l'Agriculture, perturbé par des Sénégalais au Salon international de l'agriculture à Paris, il criait « Libérez Guy Marius Sagna » au moment où Moussa Baldé lisait son discours. Première défaite de Liverpool de Sadio Mané en Première Ligue depuis 44 matchs. Doublé d'Ismaïla Sarr, une passe décisive, Sport Weekend, Maldan Junior. Amad Ndiaye sur la partie technique, bienvenue à tous. Matam, une première dans la région. Des engins ont détruit des hangars, des cantines et des gargotes. C'est dans le cadre de l'opération de désencombrement lancée par le chef de l'État à Ourossogui. La RN3 Carrefour et la gare routière ont été totalement libérées, nous dit Matam Ali Bandelnian. Des kiosques broyés, des cantines détruites et des gargotes soulevées, c'est un décor inédit dans la ville de Ourossogui. Dans le cadre du programme national de désencombrement des voies publiques et des routes nationales, les autorités administratives locales sont finalement passées à l'action. Après une sommation délivrée depuis 21 jours, c'est le préfet du département de Matam qui est lui-même venu conduire les opérations. Souleymane Ndiaye. En train d'exécuter les instructions du chef de l'État en ce qui concerne l'occupation anarchique de la voie publique. Il y a 21 jours, nous avons distribué des sommations, demandé aux occupants de la voie publique illégalement de quitter et de nous permettre d'avoir un cadre de vie décent au niveau de Ourossogui et permettre à la ville au moins de respirer. Après Ourossogui, nous serons à Matam. Nous procédons au désencombrement au-delà de cet objectif d'accueillir le président de la République. Certes, nous devons montrer la belle image de la commune de Ourossogui et de la commune de Matam. Mais au-delà, nous voulons améliorer le cadre de vie de nos villes afin de mieux donner aux populations la liberté de circuler dans un environnement sain. Depuis quelques jours déjà, de nombreux garagistes, mécaniciens et autres menuisiers métalliques avaient été délogés. Un désencombrement qui consiste avec la mise en œuvre par la municipalité du programme d'électrification de toutes les grandes artères de Ourossogui. Après la capitale économique, les engins se dirigeront prochainement vers la ville de Matam. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Il est 22h passé de 3 minutes à Kaheidi. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Kaffrine, après le mouvement d'humeur des étudiants qui ont saccagé l'infirmerie du COUD de réaction d'Abdoulaye Sow, le directeur général du COUD annonce le démarrage prochain des campus de Diourbel et Toubacouta. Il est au micro d'Oumar Ndiaye. Vous savez, le propre de l'étudiant, c'est de manifester son état d'esprit sur nous. Mais il faut aussi comprendre que cette université est en construction. L'État a fait suffisamment d'efforts pour que ce projet, cette volonté d'avoir des universités régionales soit mise en place. Mais tout accouchement est difficile. Aujourd'hui, c'est le COUD qui supporte ces universités-là. Tous les bâtiments qui devaient être loués l'ont été. Il va falloir qu'on soit patient et qu'on sache qu'il y a quand même des efforts qui sont faits et qui sont substantiels. Dans quelques mois, en principe, ce campus-là sera livré et bien entendu, ce sera un pas. Mais il faut se désoler simplement qu'on puisse revendiquer dans la violence. C'est des pratiques dépassées. La violence n'a jamais rien donné. Et bientôt, tous ces campus-là, dans toute la région de Sine Saloum, tous les campus vont démarrer. Mais je suis convaincu aussi que les difficultés, il y en aura toujours. Pour les bourses aussi, c'est les critères
très clair. La direction des bourses est unique dans tout le pays. Donc la direction des bourses, lorsque le moment viendra, les critères définis, chaque étudiant qui entre dans le cadre de ces critères-là sera bénéficiaire. Cela n'est pas un problème fondamental. Il va falloir conjuguer nos efforts parce que c'est difficile. Kaffrine est dans un environnement économique assez compliqué. Le directeur du COUD s'exprimait à Boulel en marge d'une finale de football parrainée par le ministre des Sports Matarba. Avec 14 000 étudiants, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui comptait 4 250 lits, en compte désormais 6 250. Cela est dû à l'achèvement de la construction de logements avec 2000 lits. Le directeur du CROUS annonce par ailleurs que des privés sont sollicités pour la construction d'un restaurant de plus d'1 400 millions de nos francs. Papi Ibrahima Faye au micro de Mohamed Nabissilla. On était à 4 000 lits, aujourd'hui nous nous trouvons à 6 250. Mais techniquement, on peut dire que le budget du CROUS a augmenté l'année dernière. Dans le budget non consolidé, le CROUS a eu à avoir 1 milliard de plus au mois de décembre pour couvrir les charges liées à la restauration des études. Bonne partie, en tout cas, des eaux usées qui sortaient, en tout cas au niveau du campus social, sont maîtrisées. En attendant la mise en œuvre du grand projet d'assainissement que l'État du Sénégal a bien voulu consacrer au CROUS à hauteur de 600 millions pour prendre en charge le projet de l'assainissement. Et on attend impatiemment que l'ONAS, qui est le service public dédié, donc tous ces travaux puissent le faire au niveau du campus social. Aujourd'hui, nous avons 2 restaurants qui parviennent tant bien que mal, en tout cas à subvenir aux besoins des étudiants. Et nous sommes dans une projection pour la construction d'un 3e restaurant avec la formule d'un partenariat public-privé d'un coût estimatif de 1,4 milliard pour 10 000 places. Au même moment, l'université Cheikhoul Khadim de Touba se prépare à accueillir ses premiers étudiants. Ces derniers seront sélectionnés par le Khalife général des Mourides. L'ouverture des classes tests est prévue dans 2 mois. Une rencontre a réuni ce samedi les acteurs concernés. Marima Diop. Dans 2 mois, la rentrée des classes au complexe universitaire Cheikhoul Khadim de Touba. Après des mois de travaux, l'infrastructure va accueillir ses premiers étudiants pour une phase de test. Mor Faye, coordonnateur. Il est prévu en fait d'avoir une phase test. Et dans cette phase test-là, c'est dans quelques mois. D'ici certainement la prochaine rentrée universitaire, c'est-à-dire d'ici octobre, ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer quelque chose d'ici quelques temps. Et en octobre prochain, vraiment, on essaiera de mettre le cap. Les conditions d'admission seront connues. Voilà, on dira que pour étudier à l'IFR islamique et arabe, il faut avoir tel bac, telle série. Les premiers pensionnaires de cette université auront le privilège d'être choisis par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Serigne Ahmed Badawi Mbacké, président du comité pédagogique. C'est le Khalife lui-même qui nous dicte la démarche à adopter. Pour les élèves, il a bien dit que son choix sera porté sur ceux dont les parents ont reçu les enseignements de Serigne Touba, une manière de perpétuer les valeurs du mouridisme. Et après, c'est l'ouverture. Tout le monde pourra s'inscrire. Aujourd'hui, avec la crise des valeurs, il faut un enseignement pointu pour la jeunesse. Les acteurs qui participent à la réalisation de l'université Cheikhoul Khadim de Touba étaient en réunion aujourd'hui. Ils se sont penchés sur la dernière phase des travaux. Marima Diop, Touba, RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. Le discours du ministre de l'Agriculture a été perturbé par des gens qui réclamaient la libération de Guy Marius Sagna. C'est au salon de l'agriculture à Paris. Le président de la République était aussi victime d'une cérémonie perturbée à Londres tout récemment. Ce samedi, le coronavirus a été au centre des discussions au SIA. À peine le professeur Moussa Baldé a-t-il commencé de dérouler le programme du gouvernement, un homme ensuite 2 cris « Libérez Guy Marius Sagna ». Il s'en est suivi une bagarre entre les proches du pouvoir et quelques activistes, poussant même les éléments de la sécurité du salon à intervenir.
Le coronavirus a marqué indéniablement cette 57e édition du Salon international de l'agriculture de Paris après la sortie ce vendredi du ministre français de la Santé sur la maladie qui est passée à la phase 2 en France. Des mesures sécuritaires ont été prises par le gouvernement français, la restriction des déplacements vers les zones infectées mais aussi certains regroupements de personnes de provenance diverses. C'est ainsi que la journée du Sénégal a été tenue dans le stand de notre pays, loin des salles comme à l'accoutumée. Des échanges entre le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural et des différents acteurs. Mamadou Amar Ndione, Paris, porte de Versailles, RFM. Mamadou Amar Ndione, se croire à l'abri du coronavirus serait une erreur fatale selon l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé appelle tous les pays encore épargnés à se préparer à l'arrivée du Covid-19. Le Qatar annonce son premier cas alors que l'État de Washington confirme un premier mort du nouveau coronavirus. La Corée du Sud, deuxième pays le plus touché après la Chine, compte 3 nouveaux décès. Pendant ce temps, la France enregistre 16 nouveaux cas. On fait le point avec Maud Marba. Les États-Unis comptent leur premier décès lié au coronavirus. Le patient a perdu la vie dans l'État de Washington. En France, le niveau d'alerte est relevé à 2. 16 nouveaux cas sont confirmés ce samedi, ce qui porte à 100 le nombre de cas recensés depuis le début de l'épidémie. Les autorités sanitaires cherchent toujours le patient zéro à l'origine des contaminations. Après les Pays-Bas, le Nigeria et la Nouvelle-Zélande, c'est au tour du Qatar et de l'Équateur d'enregistrer leur tout premier cas de contamination. La Corée du Sud compte 3 nouveaux décès et 813 cas supplémentaires de contamination, la plus forte hausse quotidienne à cette date. En sport, le choc entre la Juventus et l'Inter Milan n'aura finalement pas lieu ce dimanche. Le match, comme 4 autres rencontres de Série A, est déplacé au 13 mai à cause de la crainte du coronavirus. Alors que la propagation de la maladie ralentit en Chine, le nombre de foyers se multiplie dans le reste du monde. Chaque jour est rythmé par les annonces de premiers cas et plus aucun continent n'est épargné. Près de 85 000 personnes sont contaminées dans le monde. 2835 ont succombé depuis le début de l'épidémie en Chine, 80 ailleurs dans le monde. Mamadou Marpa, nous parlons de tout à fait autre chose. Rendre public les rapports de l'OFNAC et transmettre à la justice les gestions épinglées. Le parti Synergie pour un développement durable en appelle au chef de l'État. Son secrétaire général estime que les Sénégalais ont le droit d'être informés des contenus des rapports de l'OFNAC. L'Office national de la lutte contre la fraude et la corruption, en tournée dans la région de Ziguinchor. Le parti Synergie pour le développement durable a appelé à la libération de Guy Marius Sagna à la Minba. Les rapports de l'OFNAC transmis au chef de l'État ne doivent pas être rangés dans les tiroirs, encore moins gardés confidentiels, estime le secrétaire général du parti Synergie pour un développement durable. Souleymane Ndiaye est d'avis que le chef de l'État doit les rendre publics pour que les Sénégalais en sachent davantage sur le travail abattu par l'OFNAC. Le président de la République doit rendre public le rapport de l'OFNAC, ça c'est clair. Toutes les personnalités qui ont été épinglées doivent être sanctionnées à la hauteur des fautes qui ont été commises. Parce que c'est ce que les Sénégalais demandent, c'est ce que les Sénégalais attendent. C'est lui qui avait dit qu'il va faire une gouvernance sobre et vertueuse, n'est-ce pas? L'OFNAC a rendu vraiment son rapport. On n'a qu'à déclassifier ces rapports-là pour que les Sénégalais sachent ce qui est dedans. Et s'il y a des fautifs, on n'a qu'à les sanctionner. S'il n'y a pas de fautifs également, si c'est une bonne gestion, les Sénégalais vont applaudir. Le secrétaire général national de Synergie pour le développement durable a par ailleurs exigé la libération de Guy Marius Sagna, comme l'ont été ses autres co-détenus. Guy Marius Sagna doit être libéré, d'autant plus qu'il a été emprisonné avec, je pense, que 8 autres personnes. Ces dernières ont été libérées et puis ils avaient été emprisonnés pour les mêmes faits. On ne peut pas comprendre qu'on libère ces gens-là et qu'on vraiment retienne Guy Marius Sagna en prison. Ça n'a pas de sens. En tournée politique dans la région de Ziguinchor, le secrétaire général de Synergie pour un développement durable s'est aussi prononcé sur le débat sur le 3e mandat. Il a invité les alliés du chef de l'État à enterrer un tel débat que l'actuelle constitution a déjà tranché. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio. Assurer des victoires à Macky Sall pour les locales, c'est l'invite de Maître Oumar Youm à ses camarades. Selon le ministre du Transport, le chef de l'État a fait beaucoup d'efforts pour alléger les souffrances des Sénégalais. Il présidait le panel de haut niveau de la jeunesse de la majorité présidentielle de Mbour. Maître Oumar Youm avec Abdourahmane Diallo. Ce pays est venu de très loin, de très 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 loin. Rappelons-nous 2008, 2009, 2010 jusqu'à 2011. Grève cyclique, panne d'électricité,
vie chère, enclavement du Sénégal. C'est derrière nous aujourd'hui, avec la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. C'est pourquoi nous, en tout cas ici à Hambourg, en commençant par cette jeunesse engagée, autant l'opposition fera dans le bruit, dans les invectives, dans l'injure, dans l'enthousiasme, autant en ayant raison sur tout le monde, nous resterons debout, mobilisés, engagés pour lui apporter des victoires et des victoires. Rufisque, la pollution et son lot de maladies respiratoires, le chômage des jeunes, autant de facteurs qui créent une cohabitation difficile entre le pôle urbain et les populations de Diamniadio et de Sébikotane. Le cadre intercommunal de concertation et d'action qui a fait le constat invite les autorités à instaurer le dialogue. Ses membres étaient en atelier de partage à Diamniadio Abdou Diagne. Un grand sentiment de mise en l'écart, de transfert des problèmes venus d'ailleurs et d'expropriation anime les populations des communes situées autour du pôle urbain de Diamniadio. Eliman Khan, qui tire la sonnette d'alarme, pointe du doigt un manque de communication. Il n'y a pas de cadre où on permet aux gens de s'exprimer, de donner leurs idées, de se concerter et que l'État même devait pouvoir venir exposer ce qu'il veut faire. Et c'est ça qui manque. Même s'il discute d'une certaine manière avec les maires, il n'y a aucun feedback par rapport à ce qui se dit, ce qui se fait. La ville, quand elle s'installe, c'est fini. Elle nous impacte pour l'éternité. Donc cette discussion-là, elle est importante et c'est ça qui manque. Faire de Diamniadio et Sébikotane une seule commune, cela pourrait être une solution pour permettre aux habitants de ces localités de bénéficier de ce projet initié par l'État, poursuit ce membre du cadre intercommunal de concertation et d'action. Au moins, les gens auront le sentiment qu'on est ensemble. Ça, c'est important. D'autre part, ça va permettre certainement une meilleure répartition des infrastructures sur l'espace. Parce que le fait de tout concentrer dans un seul endroit, c'est ça qui a créé l'hypertrophie de Dakar. L'hypertrophie va être encore à Diamniadio. Et c'est un blocage pour l'ensemble du Sénégal parce que c'est le point de passage. Les Gambiens de la diaspora pourraient voter pour la prochaine présidentielle. Déclaration du président de la République, du président de la commission électorale indépendante, selon Alioune Momar Ndiaye. La question est à l'étude de Wouri Diallo et notre correspondant à Banjul. Eh bien, si cette ambition de la commission électorale indépendante aboutit, ce serait une avancée démocratique notoire pour la Gambie, a commenté un responsable politique proche de l'opposition sur une radio locale. En tout cas, la CEI y pense sincèrement et les conditions seront réunies pour que la diaspora gambienne puisse voter lors de la présidentielle de 2021, à en croire son président. Alioune Momar Ndiaye était d'ailleurs très optimiste quand il répondait à la question du journaliste, à savoir: serait-il vraiment possible, Monsieur le Président, que notre diaspora vote pour cette présidentielle à venir? Oh yes, it should be, c'est-à-dire cela pourrait bien être, a dit le président de la CEI. Alioune Momar Ndiaye, qui a dit également qu'il serait pertinent que la diaspora soit représentée au niveau de l'Assemblée nationale avec au moins 5 députés venus de 5 continents, un pour l'Afrique, un pour l'ancienne métropole, l'Angleterre, un pour l'Europe, un pour l'Amérique et un autre pour l'Asie. En résumé, nous pouvons dire qu'Alioune Momar Ndiaye a dévoilé les plans de la commission électorale indépendante et ses ambitions pour la Gambie et les Gambiens. Reste maintenant à savoir si tout cela sera suivi d'actes concrets. RFM à Banjul, Wouri Diallo. Bienvenue dans Sport Weekend. Nous démarrons avec la boxe pour parler du tournoi de qualification olympique qui avait eu lieu à Dakar. On fait le bilan de cette compétition avec Sodekam qui a suivi la dernière journée. Le Sénégal n'a pas eu de bons résultats sur le ring, mais le pari de l'organisation est une réussite, selon le président du comité d'organisation. Ibrahim Awad s'estime heureux. Nous sommes satisfaits. Au-delà du mouvement, pour réussir l'événement, nous avons recouru à l'expertise d'au moins 127 jeunes Sénégalais qui ont été des volontaires. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons toutes les raisons, tous ensemble, d'être contents et d'être fiers. Fiers parce que c'est la première fois qu'un événement olympique est organisé en Afrique. Et ça, ce n'est qu'un petit avant-goût de que ce seront les choses en 2022. Venu présider la cérémonie de clôture, le ministre des Sports félicite le comité d'organisation, Matarba. Et nous pouvons dire que l'organisation a été parfaite. Nous avons de bons retours par rapport à ce qui a été fait. Surtout le volontariat qu'on a constaté durant tout
le séjour, toute la compétition. C'est une étape qui nous rassure parce que nous allons vers les Jeux Olympiques et le comité olympique aussi sénégalais est en train de poser des pas qui rassurent l'autorité, qui rassurent l'État. Le ministre reconnaît qu'il y a du travail à faire pour la promotion de la boxe sénégalaise et que le matériel offert par le CIO est un premier pas. Nous n'attendons pas de décrocher plusieurs points, plusieurs médailles parce que quand on a une discipline qui a des difficultés, il faut le comprendre. La boxe n'est pas le football actuellement au Sénégal. Nous héritons de deux rings et du matériel. Ça permettra effectivement de faire la promotion de la boxe. Le TQO au Dakar Arena, c'est fini, mais les perdants ont encore une chance de se qualifier au JO Tokyo 2020 avec le tournoi de Paris prévu au mois de mai. Parlons football à présent avec l'entame de la 12e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Ce samedi, au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye, Niary Tally a concédé le nul devant Ndiambour 1-1. Pour l'entraîneur de l'équipe de Niary Tally, Pape Thiaw, il va falloir beaucoup travailler, surtout devant le but, afin de marquer plus pour gagner. Pape Thiaw, au micro de Moussa Fafal. Des traces de déception, ça s'est vu déjà sur les joueurs, parce que dans la physionomie du match, quand on voit tout le match comment ça s'est déroulé, je pense qu'on méritait de gagner. Mais bon, après le football, c'est comme on dit, hein, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Et après, il y a une bonne équipe de Ndiambour qui était courageuse, qui a réussi à aller chercher l'égalisation. Mais entendu, on était bien en place, même quand on a pris le carton rouge, je pense que le match était à notre portée, mais malheureusement, là, aujourd'hui encore, on part encore un point, qu'on méritait de partir avec 3 points, mais bon, après c'est le football, on continue à travailler et ne pas baisser les bras. Même on sait qu'avec les matchs nuls, on n'avance pas. On n'avance pas beaucoup, mais bon, après c'est un point de prix, il faut se dire c'est un point de prix face à une bonne équipe de Ndiambour qui est devant nous, même si on est égalité de points. Alors, comment ça s'explique? Vous avez créé des occasions et puis vous ne les mettez pas au fond? Oui, bon, après, ça, c'est dur. Même moi, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on fait le travail devant le but. Les gamins, à l'entraînement, ça se passe très, très bien. Donc, parfois, on ne sait pas c'est quoi. Après, voilà, comme on dit, hein, le football sénégalais est cruel. Hein, vous le savez mieux que moi. Ce dimanche, on aura au programme AS Pikine contre Teungueth FC, les leaders. Génération Foot qui joue contre l'équipe de Djambar. US Gorée reçoit la AS Douane. Snaps Excellence fera face à Dakar Sacré-Cœur à Thiès. À Ziguinchor, le Casa jouera contre le Stade de Mbour. À Mbour, l'équipe de Mbour, Petite Côte défiera le Djaraf de Dakar. Au classement, Teungueth FC est leader avec 27 unités, suivi de Dakar Sacré-Cœur 19 points et de l'AS Douane qui arrive à la 3e marche avec 18 unités. La plupart des rencontres de la 12e journée de la Ligue 2 sénégalaise ont été jouées ce samedi. Les résultats enregistrés sont les suivants. SFC Africa Promo ont fait match nul, il n'y a pas eu de but. Guédiawaye a battu Amitié FC par 1-0. L'équipe de l'Union sportive de Ouakam a perdu devant la Linguère de Saint-Louis 2-1. Une victoire importante aux yeux de l'entraîneur de la Linguère de Saint-Louis, Abdou Majib Diagne, que nous écoutons. C'est un sentiment de satisfaction parce qu'on vient de battre le deuxième, Ouakam. C'était pas évident, hors de Saint-Louis, chez eux. Ouakam qui vient de faire une remontée spectaculaire, et très en confiance, qui nous recevait, nous leaders. Et on savait que nous serions la cible, mais compte tenu de nos objectifs et de nos ambitions, on s'est dit que pourquoi pas on va aller battre Ouakam et distancer encore, comme on a fait la semaine passée contre Demboudjo. Donc, c'est chose faite. Je ne fais que remercier mes jours. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes parce que c'était un match très très costaud. Donc on s'en est sorti avec une victoire. Et encore je les félicite et j'encourage Ouakam. Dès qu'on a pris le but, on allait faire un changement offensif sur l'action qui suit. Sur le corner, on égalise. Donc on a remanié tactiquement, changé un excentré, rentré au milieu animateur. Et ça fait encore à la fin du match aussi, sur un autre corner, on a pu faire encore la différence. Donc sur 2 balles arrêtées, on gagne le match. C'est très intéressant. Et pour la suite, donc, c'est chose faite parce que dans la semaine, on s'était fixé comme objectif qu'on allait battre la Ouakam, être plus tranquille dans le reste du championnat. A noter également le match nul entre l'équipe de la Sonacos face à Kermadior 1-1, mais également le match nul blanc entre l'équipe de Diamono Fatick devant J Fatick. Au classement donc, la Linguère est leader avec 25 points, suivi de Guédiawaye Football Club 21 unités. Ouakam arrive à la 3e marche avec 19 points au compteur. Parlons de la première ligue anglaise pour évoquer cette première défaite de la saison de Liverpool en championnat. Les Reds ont été battus par l'équipe de Watford, amenée par un excellent Ismaïla Sarr.
nous dit Salif Sow. 2 records ne vont pas tomber cette année. L'invincibilité de Arsenal et la série de plus de 18 victoires consécutives égalées par Liverpool est détenue par Manchester City. Après 44 matchs de Premier League sans défaite, Liverpool a été battu par Watford grâce à un doublé de Ismaïla Sarr et une passe décisive. Le Sénégalais a été impressionnant et aurait pu même s'offrir son premier triplé en Angleterre. Le joueur le plus cher dans l'histoire de Watford a attendu le meilleur moment pour prouver son importance. Son premier doublé a suffi pour punir les Reds très mal inspirés. Une seule frappe cadrée contre les 5 de l'équipe d'en face. Mais il y a surtout l'absence du défenseur central. Joe Gomez, blessé et remplacé par Lovren. Ce 3-0 est le score le plus lourd depuis 5 ans. Novembre 2015, 4-1 contre City. Depuis le 23 novembre 1985, aucune équipe dans la zone de relégation n'avait réussi à battre les leaders avec 3 buts d'écart. Ce jour-là, c'était Leicester contre Manchester United. C'est la 2e fois que Watford bat le leader. Depuis 1983, c'était aussi face à Liverpool, 2-1. Et c'est aussi la première fois que Liverpool ne fait pas un match nul et vierge en championnat depuis mars 2019 contre Everton. Salif Sow, merci. Le basketball, nous y arrivons pour finir avec la 3e journée chez les filles. Ce samedi, l'équipe de Debaloc a battu Saint-Louis Basket 56-54. CMT Ziguinchor a dominé BOP 57-43. UGB a battu IBC UCAD 60-40. Ce dimanche, Duc Gia, AS Ville de Dakar croise Mour Basket. Asfo joue contre le Giraffe de Dakar. Chez les hommes, à noter la victoire du champion en titre, l'équipe de l'AS Douanes, qui a battu largement Isexport 93-35. L'AS Ville de Dakar a été battue par UGB 66-55. BOP a dominé Saltigué 78-71. L'équipe du Duc a surclassé Thiès avec un score de 79-53. L'US Rail a battu Saint-Louis Basket Club sous le score de 68-60. A noter également à Louga la défaite de Louga Basket devant la Jeanne d'Arc de Dakar, 59 pour les Bleus et Blancs de la GIA, pour 58 pour l'équipe lougatoise. Mais pour Malik Bachir Diop, entraîneur de l'équipe de Louga, ils vont apprendre de cette défaite afin de mieux faire lors des prochaines journées. Nous avons perdu aujourd'hui, mais on l'a perdu dignement avec une très grande équipe de la GIA. Et notre équipe n'a pas su jouer le jeu comme il fallait. On a pris trop de paniers en première mi-temps. Là où on mettait 40 points, on a mis 21 points. Offensivement, ça n'allait pas. Dans un match, quand Louga Basket marque 58 points, ça veut dire que ça va pas, c'est pas bon. On essaie de faire avec les joueurs. Il y a certains joueurs qui n'ont pas répondu cet après-midi. Mais on a rencontré une très grande équipe de la GIA qui a su nous contrer sur notre force d'abord. Le jeu rapide et le jeu sur les contre-attaques. Et ça a marché et on a vu qu'ils ont dominé encore par la taille parce qu'ils mettaient des 3 qui sont au-dessus de notre taille 3 et des 2 qui sont au-dessus de notre taille 2. On a beaucoup failli aujourd'hui en défense. Beaucoup failli. Et les pertes de balles, c'était infini. Là, dans une équipe qui s'est organisée et qui sait jouer au basket, tu ne peux pas gagner ce match-là. Loin s'en faut, on doit voyager sur Dakar après-demain. On va essayer de battre à Dakar, essayer de combler notre gap qu'on a perdu aussi. Parce que j'avais dit au départ qu'on ne devait pas perdre à Louga. Et on l'a fait cette année. Et je crois que c'est la première et la dernière fois qu'on va perdre à Louga. A noter également en football, ce dimanche, le Classico espagnol entre l'équipe du Real de Madrid et le FC Barcelone, match prévu à 20h. Voilà, c'était tout pour Sport Weekend.